et que le soleil matinal se lève, donc comme une divinité polaire, que la vie souffle devient ce sont des d'autres sur terre que voyageurs et ses habitants pour un voyage désert encore avec plus de 5 pays de fourberie, d'insécurité que de enfin, il regarde le livre vers avec ce qui se passe en vérité dans le monde que la nuit. Aussi ne croit-il pas attacher trop fortement son cœur à quelque moment le sort du voyageur. Il faut qu'il y ait aussi en lui pour le vagabond, dont le plaisir soit dans le changement et passe les autres contrées sans doute. Cet homme connaîtra les mauvaises au fond de la solitude, trouvera fermer la porte de la vie qui devait lui offrir le repos. Peut-être en outre, comme en Orient, le désert s'étendra jusqu'à cette porte, que les bêtes de proie y feront entendre leur hurlement dans les lointains temps de rapprocher, qu'un vent violent se lèvera, que des brigands lui déroberont ses bêtes de somme. Alors, sans doute, la nuit terrifiante sera pour lui un autre désert tombant sur le désert, et il se sentira le cœur las de tous les voyageurs. Les lignes de fuite, elles ont toujours une potentialité, une espèce de puissance, de possibilité de tourner en ligne de destruction, en ligne de désespoir et de destruction. Alors que, j'essayais d'expliquer la dernière fois que pour moi, en tout cas, c'était des lignes de vie. C'était avant tout là. Et sur ces pointes de fuite, c'était là que se faisait et se créait la vie. Or, c'est en même temps là que la ligne de fuite risque de tourner, en ligne de mort, en ligne de destruction, tout ça. Et la dernière fois, je devenais très moraliste, mais pour moi, ça n'a aucun inconvénient, puisque je parlais de dignité, de qu'est-ce qu'il y a d'indigne dans le culte de la mort, qu'est-ce que c'est ce culte de la mort qui tout d'un coup détourne une ligne de fuite, l'ensable, l'empêtre, ou bien une ligne de fuite, imaginée même graphiquement, qui tout d'un coup tourne et se précipite dans une espèce de, il n'y a pas de meilleur mot, de trou noir. Tout ça arrive. Ben, aujourd'hui, comme je ne voudrais pas quand même exagérément me répéter, je voudrais prendre peut-être un problème voisin, mais dans un tout autre contexte. Et ce problème, j'y tiens, j'avais envie d'en parler depuis longtemps, et puis c'est jamais venu. Alors, je le reprends là comme... c'est un point qui m'intéresse, et je voudrais que ça ait l'air de partir, que vous vous disiez vous-même, mais quel rapport ça a avec ce que je viens de résumer. Et puis le rapport, on le verrait peut-être petit à petit, donc on oublie tout ça. Et là, je fais presque un résumé de quelque chose, pas pour mon compte. Je voudrais là que ce soit comme un exercice où devant vous, je me risquerais à construire un problème avec précisément des auteurs qui m'apportent des matériaux propres à ce problème. Voilà, je dis premier point, je numérote encore parce que, oh mon Dieu, voilà, eh ben oui. Voilà ce que j'appelle l'abjection. C'est l'abjection, ça. Rappelez-vous, hein, même si vous ne vous souvenez que de cela, rappelez-vous le mot de Unamuno que je trouve tellement beau lorsque Unamuno, les généraux franquistes entrant et criant « Vive la mort », Unamuno répond « Je n'ai jamais entendu un cri aussi stupide et répugnant ». Alors je ne sais pas si les types qui font ce genre de petits machins-là pensent être drôles ou faire de l'esprit. Je dis que c'est abject, c'est dégoûtant, c'est sale, quoi. C'est pire que immoral, c'est sale. C'est de la merde, enfin voilà. Il y a qu'en faire. Ah oui, c'est un document, oui, c'est un document.
C'est dégoûtant, quoi. C'est Ce dégoûtant. dont ils se servent, c'est vraiment des... Ah bon, ils ne Parce servent qu'ils pas font de des moi, sites. j'espère. Si, cette rhizome, ici rhizome, ici Nietzsche. Non, mais Mais, Nietzsche, ça devient vraiment un truc bizarre. Hein. ah, les hommes du lion. Bon. Alors parlons de choses plus gaies, justement, mais ça va être la même, un peu. Ça va être la même. Voilà, moi, il y a un auteur que beaucoup d'entre vous connaissent très bien. Et qui a écrit un petit texte qui répond à la fois à l'ensemble de sa pensée, je crois, et qui en même temps, ce texte me touche particulièrement, avant même que je me demande pourquoi il me touche. C'est Maurice Blanchot. Maurice Blanchot, dans un de ses livres, La part du feu, écrit ceci. C'est un texte à propos de Kafka. Et voilà ce qu'il écrit à propos de Kafka. Écoutez bien, hein, c'est de ça que je voudrais partir juste. Il ne me suffit donc pas d'écrire, je suis malheureux. Il ne me suffit donc pas d'écrire, je suis malheureux. Tant que je n'écris rien d'autre, que je suis malheureux. Tant que je n'écris rien d'autre, je suis trop près de moi, trop près de mon malheur, pour que ce malheur devienne vraiment le mien. Je voudrais juste que vous laissiez aller, vous ne cherchez pas, vous retenez les tonalités de la phrase. Curieux, tant que je dis « je suis malheureux », je suis trop près de moi, trop près de mon malheur, trop près de mon malheur. On s'attend à ce qu'ils disent pour que ce malheur ne me soit pas un peu extérieur. Il dit le contraire. Tant que je dis je suis trop près de moi, trop près de mon malheur pour que ce malheur devienne vraiment le mien. C'est une belle phrase. Hein. Devienne vraiment le mien, il ajoute, sur le mode du langage. Je ne suis pas encore vraiment malheureux. Ce n'est qu'à partir du moment où j'en arrive à cette substitution étrange, il est malheureux, que le langage commence à se constituer en langage malheureux pour moi, à esquisser et à projeter lentement le monde du malheur tel qu'il se réalise en lui. C'est seulement quand je dis « il est malheureux » que ce malheur devient le mien sur le mode du langage, c'est-à-dire que commence à se constituer le monde auquel appartient ce malheur. Donc ce n'est qu'à partir du moment où j'en arrive à cette substitution étrange, il est malheureux, que le langage commence à se constituer en langage malheureux pour moi, à esquisser, à projeter lentement le monde du malheur tel qu'il se réalise en lui. Alors peut-être, dans cette formule qu'on n'a pas encore compris, hein, il est malheureux, qu'est-ce que ça veut dire? On la prend comme ça, on fait confiance à Blanchot. Alors peut-être, lorsque je dis il est malheureux, alors peut-être je me sentirai en cause. Vous voyez, il ne dit pas du tout, il ne faut pas dire je, il faut s'occuper des autres. Il faut dire c'est seulement, il dit, c'est seulement lorsque je dis il est malheureux que ce malheur devient effectivement le mien sur un certain mode. Alors peut-être je me sentirai en cause, et ma douleur s'éprouvera sur ce monde d'où elle est absente. C'est moins bien, je supprime. Hein. Alors je me sentirai en cause. Bien, 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 bien. Et en quoi ça concerne Kafka? Eh bien, il dit, c'est ça les récits de Kafka. C'est que Kafka s'exprime dans ses récits par cette distance incommensurable. Cette distance qui sépare le je du il. Il s'exprime dans ses récits par cette distance incommensurable et par l'impossibilité où il est de s'y reconnaître. En d'autres termes, il a atteint le point, à Blanchot dans un autre texte, la formule là est très belle, où il est dessaisi du pouvoir de dire je. Atteindre au point où je suis dessaisi du pouvoir de dire je. Bon, alors, on a fait juste un petit progrès. Ce serait ça le il. Le il, c'est le point où je suis dessaisi du pouvoir de dire je. Qu'est-ce que c'est que ce dessaisissement?
En quoi là, alors, vous devez déjà comprendre immédiatement en quoi ça rejoint mon thème de la dernière fois, que y était et que ça s'enchaîne tout droit. C'est que ce il, si je le définis comme le point où je suis dessaisi du pouvoir de dire je, c'est précisément la ligne de fuite. En d'autres termes, le il, c'est l'expression, l'exprimant de la ligne de fuite. Bon, mais à quelles conditions? Comment? J'arrive au point où je suis dessaisi du pouvoir de dire je, au point, et ce point est tel que, alors on peut grouper des choses. Puisqu'on est à la recherche d'une construction de problème, on peut grouper des choses. Qu'est-ce qui montre, qu'est-ce qui définit ce point? C'est pas le fait que je dis je ou pas. Je peux toujours continuer à dire je, aucune importance. C'est même bête les gens qui croient que les choses passent tellement par le langage explicite. Une des phrases les plus belles, je trouve, que je préfère dans Beckett, c'est un texte un personnage de Beckett qui dit « Oh, mais je le dirais s'ils y tiennent. Si ils y tiennent. S'ils y tiennent, mais je sais très bien le dire comme tout le monde. Seulement voilà, je mets rien là-dessous. Pas la question de dire je ou pas dire je. D'une certaine manière, on est tous comme Galilée, on dit tous le soleil se lève, alors qu'on sait très bien que c'est pas le soleil qui se lève, et que c'est la Terre qui tourne. Bon, eh bien, faut arriver à dire je de la même manière. On sait très bien que c'est vide, je. Bon, ça n'empêche pas de dire je, parce que c'est un indicateur commode, c'est un index. C'est un index linguistique, bon, d'accord. Dans le génie des nations, problème aussi qui nous effleure de temps en temps et que j'arrive jamais à traiter. Comment ça se fait que les penseurs de tel, qu'il y ait une certaine, là aussi, géographie de la pensée? Savoir qu'on ne confond pas, par exemple, dans la philosophie et même ailleurs, la philosophie anglaise, la philosophie allemande, la philosophie française, et que je crois que ces catégories très grossières sont relativement fondées. C'est pas seulement par le langage, il y a vraiment des concepts qui sont signés allemands. C'est pas mal, ça peut être les plus beaux. Il y a des concepts qui sont signés français, oui, hélas pas beaucoup, mais enfin, c'est pas notre faute. Il y a des concepts qui sont signés anglais, c'est très curieux. Or, moi, à ma connaissance, j'ai jamais vu un Anglais prendre au sérieux le moi, le problème du moi, à aucun niveau. Curieux, ça. Tous les grands textes des Anglais, il y en a de merveille. Ils tournent tous autour de l'idée suivante. C'est pour ça qu'il y a une espèce de frontière d'inintelligibilité, de non-communication entre, par exemple, un cartésien et un anglais. Un cartésien, c'est une petite fleur française, hein, ça se voit qu'en France, des cartésiens. Mais alors, qu'est-ce qu'on en a, nous Alors, bon, mais en gros, vous le savez tous, Descartes, c'est une certaine philosophie fondée sur le moi. Et sur la formule qu'on va peut-être retrouver tout à l'heure, si j'ai le temps, sur la formule magique, je pense. Je pense, donc je suis. Bon. Pourquoi qu'un Anglais, les Allemands, ils ont repris le je pense, donc je suis. Pourquoi? Parce qu'ils élevaient le moi à une puissance supérieure encore. Ils en faisaient ce qu'ils appelaient eux-mêmes l'ego et géo transcendantal. Le moi transcendantal. Bon, c'est bien ça. Ça, c'est un concept alors allemand, le moi transcendantal. Les Anglais, c'est pas mal, vous comprenez. Sous les discussions explicites, il y a tellement de choses bien plus belles. Ça les fait rigoler. Ça les fait rigoler. Chaque fois que les philosophes français ou allemands parlent du moi, du sujet, les Anglais, ils trouvent ça d'un drôle, d'un bizarre. Ils trouvent vraiment que c'est des drôles de manières de penser. Ils tournent tous autour d'une très curieuse idée. Mais vous savez ce que c'est que le moi? Ils passent leur temps à dire, mais le moi, oui, oh oui, ça veut dire quelque chose, c'est une habitude. À la lettre, on attend que ça continue. Je dis moi parce que certains phénomènes, parce que, en vertu d'une croyance à ce que ça qu'ils mettent sur, il y a les battements d'un cœur, il y a un quelqu'un qui s'attend à ce que ça continue, et il dit moi. Hein? C'est une habitude. C'est très beau leur théorie du moi comme habitude, si on la rattache à une espèce d'expérience vécue.
pourquoi est-ce qu'ils ne vivent pas comme des mois? Ça, il faudrait alors faire de l'analyse de civilisation. Pourquoi leurs penseurs, en tout cas, ne vivent-ils pas le concept de moi? Bon, vous voyez, je tourne autour de... je reviens à Blanchot. Si j'essaie de résumer sa thèse, ça me paraît une thèse très très curieuse. Et même, ce serait intéressant d'essayer de la résumer parce que peut-être qu'elle n'a pas été bien dégagée jusqu'à maintenant. On se dit toujours ça pour s'encourager à continuer à un travail quelconque. Peut-être qu'elle n'a pas été bien dégagée et que si on la dégageait bien, alors on se trouverait devant un problème. À savoir que Blanchot lance une espèce de dynamite dans toutes sortes de problèmes, mais sans le dire ou même peut-être sans le savoir à ce moment-là. Je veux dire quoi? Si je résume la thèse de Blanchot, il me semble que ça revient à nous dire que il y a, ou du moins que l'on peut d'un certain point de vue, j'insiste sur d'un certain point de vue, à certaines conditions, dégager une espèce de tension du langage. Et que cette tension du langage, ou qu'en vertu de cette tension virtuelle, elle n'existe pas toute faite, il faut la tracer soi-même, on peut organiser tout le langage. Et ce serait ça un style. On peut organiser tout le langage d'après une tension, une certaine tension bien déterminée, tension qui nous ferait passer du pronom personnel je tue à la troisième personne il. Le il dépassant le je tue. Mais la tension ne s'arrête pas là. Et dans le même mouvement qui nous ferait passer du il troisième personne, pronom personnel, pronom dit encore personnel de la troisième personne, qui nous ferait passer du il, pronom de la troisième personne, à un autre il, beaucoup plus mystérieux et secret. Pourquoi? Parce que cet autre il ne désigne même plus une personne dite troisième. Je me dis tout d'un coup, il y a un curieux texte chez un auteur que je ne sais pas, qu'on ne lit plus, mais raison de plus, je vous l'indique, parce qu'il est très curieux, cet auteur. Et il a une drôle d'histoire. C'est un psychiatre. C'était le fils d'un exécrable historien de la philosophie du XIXe siècle. Et lui, il est mort il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il est mort pendant la guerre ou juste après la guerre. Il s'appelait Pierre Janet. Pierre Janet. Alors, à un moment, il a été très très connu, très connu. Il était contemporain à peu près. Ses œuvres, il suit un parcours très parallèle à celui de Freud. Et ni l'un ni l'autre n'a compris. C'est très curieux. On a essayé de les mettre en contact. Ça n'a pas du tout marché entre Freud et Janet. Leur point de départ était commun, c'était l'hystérie. Janet a apporté une conception de l'hystérie très très importante. C'était très intéressant parce que quand même il disait la mémoire. C'était presque une méthode scolaire très bonne, cette psychologie de la conduite. La mémoire, il disait. Bon, ça ne m'intéresse pas. La mémoire, ça ne veut rien dire pour moi. Je me demande quel est le type de conduite qu'on ne peut tenir qu'en se souvenant. Et sa réponse, c'était le récit. D'où une définition célèbre de Janet, la mémoire, c'est une conduite de récit. Il y avait très vite un déraillement. Ce déraillement consistait en ceci qu'au bout de 5 minutes, mon père se retrouvait hurlant, prêt à me taper, et moi je me retrouvais en larmes. Faut dire, j'étais tout petit. Tout petit. Je me retrouvais en larmes. Qu'est-ce qu'il y avait? On voit bien, il y avait deux émotions. Sa colère profonde. Elle répondait à quoi? 2 ratés. Il avait raté dans sa conduite de pédagogue. Il n'arrivait absolument pas à expliquer. Évidemment, il voulait m'expliquer avec l'algèbre, comme il disait toujours, parce que c'était plus simple et plus clair.
Alors, si moi je protestais, c'est par là que ça déraillait, vous comprenez? Moi je protestais en disant que la maîtresse, elle me laisserait jamais faire de l'algèbre, parce que quand on donne un problème à un gosse de 6 ans, ben, il n'a pas le droit, il n'est pas censé faire de l'algèbre. Alors l'autre, il maintenait que c'était comme ça que c'était clair. Bon, donc on perdait les pédales tous les deux. Raté dans la conduite pédagogique, colère. Raté dans la conduite d'enseigner, larmes. Très bien, c'est un échec, Janet disait. L'émotion, c'est tout simple, c'est un échec de la conduite. Vous êtes ému quand il y a. Quand vous tenez une conduite et qu'il y a échec de cette conduite. Alors là, il y a l'émotion, il y a l'œuvre. Mais alors, un des meilleurs livres de Janet, il a écrit une masse de livres, parfois pas bons, mais un des meilleurs livres, un des livres les plus curieux, il me semble les plus insolites de Janet, c'est un gros livre qui sont des cours qu'il avait fait et qui s'appelle « De l'angoisse à l'extase ». Je crois justement que c'est dans « De l'angoisse à l'extase » qu'il y a une remarque de Janet très curieuse. Il dit, vous savez ce que c'est que la première personne, il dit Janet. Là aussi, vous voyez pourquoi je viens de raconter ça, c'est que il va vouloir montrer que la première personne, c'est une certaine conduite. Certaine conduite. Il dit, eh bien oui, voilà. Et voilà l'exemple qu'il donne. Il dit, s'il n'y avait pas de première personne, si on ne pouvait pas dire « je », qu'est-ce qu'on serait forcé de dire? Une thèse qui paraissait toute simple, le nom propre dérive du pronom personnel, première et deuxième personne. Voyons au moins la possibilité du chemin inverse. La possibilité qu'après tout, ce soit juste le contraire. La possibilité qu'après tout, ce soit le pronom personnel de la première et de la deuxième personne qui dérive du nom propre. Mais vous comprenez dans quelle situation on se flanque alors? Car s'il est vrai que c'est la première et la deuxième personne qui dérivent du nom propre selon l'hypothèse de Janet, qu'est-ce que désigne le nom propre? À quoi renvoie le nom propre? Donc, à ce niveau, on retrouve le même problème. Voilà ce que je veux dire. Je prends encore, avant de faire mon regroupement, qui va nous donner le problème autour duquel nous tournons, avant de faire notre regroupement, j'expose un autre cas qui est relativement important en linguistique. Voilà que j'essaie de définir, là pour mon compte, ce qu'on pourrait appeler un personnalisme ou une personnologie en linguistique. Une fois dit qu'à mon avis, il y a un grand linguiste moderne, actuel, qui a fait en linguistique une véritable personnologie. C'est Benveniste. C'est Benveniste. Et en effet, Benveniste attache une importance particulière au pronom personnel dans le langage et même affirme que c'est commun à toute langue. Attache une importance particulière au pronom personnel de la première et de la seconde personne. Si bien que Benveniste, je ne crois pas forcer sa pensée, à certaines conditions que je préciserai plus tard, propose un chemin de dérivation qui serait le suivant. Premièrement, je, tu, pronom personnel de la première et de la seconde personne. Deuxièmement, il. Non, même pas d'ailleurs, non. Non, je me trompe. Vous barrez. Propose, premièrement, extraction, extraire, du je et du tu,
première, deuxième, pronom personnel de la première et de la seconde personne. Une forme irréductible. Une forme linguistique irréductible à tout autre. Deuxièmement, de cette forme irréductible découlerait je et tu, pronoms personnels de la première et de la deuxième personne, employés couramment, tels qu'ils sont employés couramment. Troisièmement, en dériverait la forme de la troisième personne, le il. Pourquoi je propose ce schéma trop abstrait? Je le propose pour vous indiquer qu'on se trouve devant deux schémas. Je suppose celui de Blanchot, celui de Benveniste, qui s'opposent point par point. Ça s'oppose point par point au sens suivant. Blanchot part de je, tu, les dépasse vers il, dépasse le il vers un il irréductible. Benveniste part des pronoms personnels en général, en détache je et tu, enfin détache du je une forme irréductible. En d'autres termes, dans un cas, Blanchot, il y a ce que je voudrais appeler le langage, un traitement du langage, qui est soumis à une tension, je dirais presque une tension, pour employer un terme de physique, une tension superficielle, une tension de surface. Une tension superficielle qui l'entraîne toujours à sa périphérie et qui tend vers ce il mystérieux, ce il qui ne désigne plus aucune personne. C'est une tension superficielle et périphérique qui entraîne toute la langue, tout le langage, vers ce il qui ne désigne plus aucune personne. Chez Benveniste, il y a juste le contraire. Il y a un centrage et une concentration profonde qui entraîne tout le langage vers les pronoms personnels et l'extraction d'un jeu encore plus profond que les pronoms personnels. Là, c'est une espèce de concentration interne, de centrage intérieur. Ensuite, C'est même la différence qu'il fait entre le linguistique de la langue, les deux éléments synthétiques, et une linguistique de la parole. c'est ça, complètement. Puisque ça l'entraîne à remettre en question la distinction langue-parole. Complètement. Pas complètement raison. Et c'est ce que lui, c'est pour ça que Benveniste a besoin de ce qu'il appelle le discours. Le discours étant précisément pour Benveniste une catégorie qui déborde la dualité saussurienne, langue-parole. Alors, c'est de ça que je voudrais un peu partir. Et repartir comme à zéro pour que vous compreniez de quoi il s'agit, parce que notre problème, ça va être exactement ceci. On ne choisit pas, on choisit pas, là on essaie de se débrouiller dans ces deux mouvements possibles. Ces deux on vient de dégager deux mouvements virtuels, ils n'existent pas tout faits. Ce serait vraiment là comme deux usages de la langue. Un usage qui se concentre, qui tend vers cet approfondissement du pronom personnel. Et ce langage, au contraire, toujours extérieur à lui-même, qui déborde les pronoms personnels vers un impersonnel, vers un il qui n'est plus d'aucune personne. Bon. Alors, bien, il n'y a pas à dire l'un a raison, l'autre a tort, qu'est-ce que ça peut faire? Il y a à voir qu'est-ce qu'ils veulent dire d'abord, il y a à essayer de trouver ce qui nous convient, nous. Mais ce qui nous convient en quel sens quelque chose à nous convenir, nous. Ça dépend aussi beaucoup de ce que chacun de nous entend par je, lorsqu'il dit je, moi je. Eh bien, je fais semblant de reprendre à zéro, à nouveau. Et je dis, bon, qu'est-ce que ça veut dire je, linguistiquement? Qu'est-ce que c'est ça, je?
Ah, vous savez que là, les linguistes, en général, ont toujours dit, ont souvent, et l'ont très bien montré, que c'est quand même un signe linguistique très, très bizarre, très particulier. Que bien plus, il y a un certain nombre de signes linguistiques qui sont dans ce cas. Mais il y en a peut-être un qui est plus profond que les autres. Il cite dans ce cas comme étant très particulier le pronom personnel de la première et de la deuxième personne, je et tu. Il cite aussi le nom propre. Il cite aussi des coordonnées du type ici, maintenant. Peut-être aussi ceci, cela. Et enfin, il cite les noms propres. Ça fait une catégorie qui paraît très composite. Hein. Pronoms personnels de la première et seconde personne, les noms propres, des adverbes du type ici, maintenant, ceci, cela, des pronoms démonstratifs. Bien. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes ces notions? Ou ce qui revient au même, essayons d'analyser le signe « je ». Vous savez que pour l'ensemble de ces notions, les linguistes ont inventé une catégorie intéressante d'après un mot anglais, shifter, que Jacobson proposait de traduire par embrayeur en français. Ils disent ce sont des signes linguistiques très particuliers parce que ce sont des embrayeurs. Qu'est-ce que c'est un embrayeur? On peut essayer de le dire à propos du « je » même, ou à propos de « ici, maintenant ». Eh bien, lorsque je dis « je », généralement un signe linguistique, qu'est-ce qu'il a? Il a un double rapport, il a un rapport avec quelque chose qu'il désigne, un état de choses qu'il désigne, c'est ce qu'on appelle le rapport de désignation, et puis il a un rapport avec un signifié, c'est le rapport dit de signification. Si je dis homme, voilà un signe linguistique courant, hein, simple, là c'est pas un embrayeur. Je dis homme, je peux assigner le rapport de désignation, je peux dire que homme désigne celui-ci, celui-là, celui-là, celui-là. Et je peux assigner le rapport de signification. C'est animal raisonnable. Homme veut dire animal raisonnable. Je dirais que l'animal raisonnable est le signifié de homme. Bien. Vous voyez qu'un signe linguistique semble avoir toujours un désigné et un signifié. Dans des rapports divers, tout dépend, le mot concret, le mot abstrait, peut-être qu'ils n'ont pas... peut-être que le mot abstrait, c'est celui qui a avant tout un signifié. Par exemple, la justice. Le mot concret, le chien, il a peut-être avant tout un désigné, je ne sais pas, mais enfin, même si ça varie, les mots semblent avoir cette double référence. Lorsque je dis « je », qu'est-ce qu'il y a de gênant? Quel est le désigné? Il n'y en a pas. Vous sentez, il n'y en a pas. Il y a l'air d'y en avoir un, vous direz « c'est moi ». C'est quoi moi? Il n'y a pas de désigné lorsque je dis « je ». Je ne me désigne pas moi-même. Pourquoi? Parce que par principe, dans le rapport de désignation, il n'y a pas autodésignation. Le « je » est déjà un signe assez bizarre. C'est par là, c'est la formule de Benveniste, lorsqu'il dit « il est sui référentiel ». C'est-à-dire, il fait référence à soi. Il ne fait pas référence à un état de choses. En d'autres termes, alors que les autres signes indésignés, qui se définit par son existence indépendante du signe, le « je » n'a pas de désigné qui possède une existence indépendante du signe. D'autre part, le « je »
a-t-il une signification? Réponse, non. À la lettre, le je ne signifie rien. Le je ne signifie rien en quel sens? Je l'avais dit à propos d'autre chose. Il y a une très bonne formule de Russell. Lorsque Russell dit, eh ben, lorsque je dis chien, le mot chien, c'est un signe linguistique courant, le mot chien, il a pour signification quelque chose que je peux désigner secondairement sous le nom de la canéité. Tandis que le je, qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous ceux qui disent je? On pourrait dire aussi bien, le je, bizarrement, n'est pas du tout un concept collectif. C'est un concept uniquement distributif. Remarquez que c'est la même chose pour ici et maintenant. Mais ça se complique. Qu'est-ce que c'est alors ce type de concepts qui sont exclusivement distributifs? En d'autres termes, le je renvoie à celui qui le dit. C'est bizarre ça comme état de signe linguistique. Un signe qui ne désigne que celui qu'il prononce et qui n'a aucune signification collective, qui n'a de signification que distributive, en tant qu'il est effectué par celui qui parle, par celui qui le dit. Et je, celui qui dit je. On peut faire la même dérive pour... est ici ce qu'un je désigne comme ici. Ici, c'est un concept purement distributif. Si je dis moi ici, le voisin, il dit ici aussi. Or, entre les deux ici, il n'y a strictement rien de commun. Bon, c'est bizarre, alors. Voilà des concepts, je peux dire aussi bien, ce sont des concepts, mais là la différence serait très importante, ce sont des concepts qui ont peut-être une signification, mais cette signification est fondamentalement implicite. C'est une signification enveloppée. C'est-à-dire, la signification est donnée dans le signifiant lui-même. C'est très rare, ça. C'est là que je veux faire allusion à Descartes pour lui rendre un hommage, parce que c'est un des plus beaux textes que je connaisse de Descartes. C'est dans les réponses, vous savez que Descartes a écrit un livre célèbre qui s'appelle Les Méditations, que là-dessus, des gens de l'époque ont fait des objections, et qu'aux Méditations, livre connu sous le nom Objection, et Descartes a répondu aux objections, et ça a donné objections et réponses aux objections. Or, dans les réponses aux objections, il y a toutes sortes d'objections qui portent sur le « je pense » de Descartes. Lorsque Descartes disait « je pense donc je suis », cette belle formule. Et il y a beaucoup de gens qui lui disent « oh non, je pense donc je suis », mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et Descartes, dans un élan, je crois qu'il n'y a qu'un texte où Descartes parle vraiment comme un logicien ou un linguiste pourrait parler aujourd'hui. Il a un pressentiment de quelque chose parce qu'il y a un type qui lui fait des objections et qui invoque le langage, justement. Il y avait déjà les linguistes au XVIIe siècle. Et là, Descartes, à un moment, répond en prenant le problème du langage. Et il dit, vous savez, lorsque je dis « je pense donc je suis », il ne faut pas vous étonner, mais si bizarre que ce soit, je donne une définition de l'homme. Ça m'intéresse bien, parce que ça paraît très mystérieux. Descartes lance la formule « je pense donc je suis » et il dit à un objecteur « vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas que ce n'est pas une formule comme ça. C'est une véritable définition de l'homme. » On se dit « mais pourquoi je pense donc je suis » c'est une définition de l'homme. Et là, Descartes devient très très bon, je crois, très malin. Il dit ceci, vous êtes habitué à un mode de définition qu'il appelle aristotélicien. Vous êtes habitué à dire l'homme, c'est l'animal raisonnable. C'est-à-dire vous opérez par concept traditionnel. Vous définissez une chose par genre. Le genre de l'homme, c'est animal, différence spécifique, c'est raisonnable. Or, il dit un tel procédé de définition, on pourrait dire que c'est un procédé qui va par signification explicite. Signification explicite, pourquoi? Parce que lorsque je dis l'homme
est un animal raisonnable. Voilà, j'enseigne, j'enseigne. J'ai une classe, et je leur dis, vous savez, l'homme est animal raisonnable, répétez. Ils disent d'accord, mais alors l'homme veut dire animal raisonnable. Comme disait Russell, si je reviens à la phrase de Russell, le mot chien renvoie bien à un concept commun à tous les êtres que le mot désigne. En d'autres termes, ce concept, c'est la canéité. Le je ne renvoie pas à un tel concept commun. Ou bien, comme il dit, le nom propre ne renvoie pas à un concept commun. Au tout début de la phénoménologie de l'esprit, il est évident à tout lecteur que Hegel fait un tour de passe-passe, un tour de saltimbanque, qu'il appellera effrontément dialectique. Car qu'est-ce qu'il nous dit? Pour montrer que les choses sont prises dans un mouvement ininterrompu qui est le propre de la dialectique, pour montrer que les choses sont soumises à une espèce de mouvement de l'autodépassement, qu'est-ce qu'il va faire? A-t-on jamais été plus sournois? Il nous dit ceci. Il nous dit, partons de ce qui est le plus sûr. Imaginez, on fait un dialogue des morts. Pensons que Hegel explique ça justement à des philosophes anglais. Vous allez deviner vous-même quand est-ce que les Anglais vont commencer à rire. Hegel dit avec sa gravité, je retire tout ce que je viens de dire sur Hegel, et c'est évident que c'est un immense génie. Mais enfin, si vous voulez. Suivez-moi bien. Il nous raconte une histoire qui paraît très belle, très convaincante. Il dit, voilà, il y a la certitude sensible, la conscience empêtrée, c'est le départ de la phénoménologie de l'esprit. La conscience enlisée dans la certitude sensible. Et elle dit, le sensible, c'est le dernier mot des choses. Là, les philosophes anglais peuvent se dire, il est déjà en train de nous trahir, cet Allemand. Il est déjà en train de nous trahir. Mais à la limite, il dirait, oui, peut-être que nous, on peut dire ça, on a dit ça, oui, la certitude sensible, elle est première et dernière. C'est en effet un thème qui parcourt ce qu'on appelle l'empirisme. Et comme chacun sait, l'empirisme est anglais. Bon, alors, voilà, à la conscience prise dans la certitude sensible. Elle épouse la particularité, la singularité. Et Hegel, splendide, analyse la singularité et va montrer que c'est une position intenable parce que on ne peut pas faire un pas sans précisément dépasser ce stade de la certitude sensible. Et pour le montrer, il dit voilà, la conscience sensible est comme déchirée, ça va être ce déchirement qui va être le premier stade de la dialectique de la phénoménologie de l'esprit. Elle est comme déchirée car elle croit saisir le plus particulier et en même temps elle ne saisit que l'universel abstrait. Pourquoi elle croit saisir le plus particulier? Elle croit viser le plus particulier dans le sensible et elle l'exprime en disant ceci, ici et maintenant. Mais comme dit Hegel, qui à ce moment-là devient presque rieur, alors qu'il n'en a pas l'habitude, ici et maintenant c'est l'universel vide, puisque c'est de tout moment de l'espace, de tout lieu de l'espace que je dis ici, et c'est de tout moment du temps que je peux dire maintenant. Au moment même où je crois saisir le plus singulier, je ne saisis que la généralité vide et abstraite. Si bien que, vous voyez, la conscience sensible prise dans cette contradiction est expulsée du sensible et doit passer à un autre stade de la dialectique. Mais avant ce stade de la dialectique, justement, les Anglais que j'invoquais se marrent. Pourquoi ils se marrent? Parce que Hegel, enfin, semble avoir perdu la tête, mais il faut bien que la dialectique marche. Il flanque un coup de pouce formidable, puisqu'il fait comme si les concepts de ceci, cela, ici, maintenant,
étaient des concepts communs. C'est-à-dire des concepts communs renvoyant à des états de choses et ayant une signification explicite. Il traite le concept d'ici maintenant exactement comme le concept de chien. Si bien qu'un défenseur de la certitude sensible n'aurait pas de peine à dire, mais si on n'avait pas d'autre raison de lire la phénoménologie, de dire, oh ben, je peux fermer le livre, on s'arrête là, puisqu'il n'y a aucune raison d'aller plus loin, comme dit Hegel. Hegel pense que la certitude sensible se dépasse elle-même parce que simplement il a fait un tour de passe-passe, à savoir, au lieu de s'apercevoir que, ici, maintenant, le nom propre, etc., était à la lettre des embrayeurs, il est traduit comme des concepts communs. À ce moment-là, en effet, il y a contradiction. Il y a contradiction entre la visée de ici et maintenant, qui prétend au plus singulier, et la forme de ici maintenant traduite dans le plus pur universel. Vous voyez que ce n'est pas ça, en fait. Si l'on fait une catégorie spéciale de concepts distributifs, en disant c'est pas du tout que ici maintenant, ou que les noms propres, ou que je ne soient pas des concepts, c'est des concepts très spéciaux. C'est des concepts distributifs. Et des concepts distributifs, vous ne pouvez absolument pas les aligner sur les concepts communs. C'est des concepts d'un type particulier. Est-ce qu'il n'y a pas une grande différence entre je dans certains usages et je dans d'autres usages, ou je dans certaines formules et je dans d'autres formules? Je dis je me promène. Je prends exprès deux exemples très lointains. Je suis toujours en train d'essayer de construire mon problème. Je prends deux exemples extrêmes, mais on verra que peut-être toutes sortes d'intermédiaires font problème. Je dis je me promène. J'entends bien que c'est une formule employant un shifter, je. Mais est-ce que c'est fondamentalement différent de il se promène? Je veux dire, est-ce que cet emploi de je dans je me promène, c'est pas un emploi déjà, comment dirais-je, dérivé? À savoir, c'est un je qui vaut pour un il. C'est un je aligné sur le il. Pourquoi? Ben, je peux très bien, par exemple, dire je me promène et ne pas me promener. Ah, je viens de dire, tiens, je peux dire je me promène. La preuve, là, je bouge pas, je me promène pas, je dis je me promène. Je peux donc dire je me promène sans me promener. Ça revient à dire que dans ce cas, le je a un rapport de désignation avec un état de choses qui lui est extérieur, qui peut donc être effectué ou pas effectué. Je dirais à ce moment-là, c'est un emploi du mot je, d'accord. Le mot je est un mot spécial, un signe spécial, mais il peut avoir un emploi commun. Lorsque je dis je me promène, je ne me sers pas de je au sens propre de je. Je m'en sers en un sens commun, c'est-à-dire il vaut pour un il virtuel. Je dis je me promène exactement comme un tiers dirait de moi il se promène ou il ne se promène pas. Il y a alignement de je sur il. Peut-être est-ce que vous comprenez à ce moment-là déjà l'idée de Benveniste qui consiste à dire il ne suffit pas. Il ne suffit pas simplement de dégager la spécificité formelle de je et de tu par rapport à il faut encore faire quelque chose de plus, c'est-à-dire dégager la forme d'un je spécial. Il faut dégager dans le je un je encore plus spécial, encore plus profond, qui lui de la langue-parole, c'est-à-dire au centre du discours. Qu'est-ce que ce serait? J'ai qu'à prendre le cas juste opposé à la formule je me promène. Je viens de voir que lorsque je dis je me promène, j'emploie bien le mot je, mais j'en fais un usage courant, commun. C'est-à-dire je l'emploie comme un il, ou comme un concept commun.
Cherchons un cas qui ne soit pas comme ça. Ce que je viens de dire pour je me promène, vous rappelez, c'est bien là un emploi commun, puisque je peux très bien dire je me promène sans me promener. Donc je me promène est une formule qui renvoie à un état de choses extérieur qui peut être effectué ou ne pas l'être. Tandis que je saute à l'autre extrême. Je dis je promets. Je dis je promets. Oh, c'est curieux ça. C'est complètement différent du point de vue d'une bonne analyse linguistique. Et non seulement Benveniste l'a fait cette bonne analyse, mais tous les linguistes anglais s'en donnent à cœur joie. Parce que quand je dis je promets, d'accord, je promets. D'accord, ça peut être une fausse promesse. Mais une fausse promesse, c'est pas une promesse fausse. Je veux dire, fausse promesse, c'est pas une promesse fausse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je promets, lorsque je dis je promets, eh bien, il se trouve que je le veuille ou non, que j'ai l'intention de la tenir ou de ne pas la tenir, je fais quelque chose en le disant. À savoir, je promets effectivement. C'est enveloppé dans la formule. Je dirais, une telle formule ne désigne rien qui lui soit extérieur, ou je dirais aussi bien, sa signification est enveloppée. Il y a des actes propres au langage, d'où le concept très curieux que les linguistes anglais ont construit de speech act. L'acte de langage. Il y a des actes de langage qui doivent être distingués des actions extérieures au langage. Je ferme la fenêtre renvoie une action extérieure au langage. Je promets ne renvoie pas à une action extérieure au langage. Lorsque je dis je déclare la séance ouverte, la séance est ouverte. Pas sûr d'ailleurs. Supposons. À première vue, ça peut se dire. Lorsque je dis je déclare la séance ouverte, la séance est ouverte. En d'autres termes, je fais quelque chose en le disant. J'ouvre la séance. Et il n'y a pas d'autre moyen d'ouvrir la séance que de dire la séance est ouverte. C'est un speech act. Vous voyez? Bon. Alors, bien, j'ai mes deux cas extrêmes. Je me promène et je promets. Ou bien si je dis je te salue. Vous me direz, il y a des équivalents, oui en effet. Au lieu de déclarer la séance ouverte, je peux donner 3 petits coups de marteau. Mais 3 petits coups de marteau, c'est un speech act. On appellera speech act toute formule dont le propre est que quelque chose est fait lorsqu'on l'a dit. Alors, je promets n'est pas du même type que je me promène. Alors, bon, je dis, est-ce que c'est si clair que ces deux cas extrêmes? Je prends des exemples. Je dis, je suppose. Ça renvoie à quoi? À quel cas? Je dis je pense. Ça renvoie à quel cas? On sent que ça va être parfois compliqué. Je dis je raisonne. Ça renvoie à quel cas? Là, ça devient assez intéressant parce que si on mélange tout, je vois que incontestablement Descartes, et sans doute il a des raisons, ça regoute. Descartes, c'est quelqu'un qui pense que la formule je pense est du second type. Je ne peux pas la dire sans faire quelque chose en le disant, c'est-à-dire sans penser. Pourquoi? Parce que, là, c'est son affaire. Parmi les présupposés implicites, il y a l'idée que l'homme pense toujours.
Donc, d'une certaine manière, je ne peux pas ne pas penser. Bon. Benveniste, il niera que je pense soit une formule du second type. Il la fera passer du côté du premier type. Il, ou bien l'ensemble des formules dites communes, n'existe que par n'existe comme n'existe linguistiquement que dans la mesure où on doit les rabattre et les rapporter à cette espèce de matrice du discours, à savoir ce je plus profond que tout je. Ce je plus profond que tout je, c'est-à-dire ce je du type je promets. L'embrayeur ou le shifter. Vous voyez que donc il y a non seulement dépassement, je reprends mon point de départ, dans ce cas il y a non seulement linguistiquement dépassement de il vers je et tu, mais dépassement de je et tu vers un je encore plus profond. Alors là on rebondit parce que comme Benveniste a eu, je ne sais pas quel effet très important sur la linguistique, le texte de Blanchot me paraît vraiment devenir encore plus insolite. Pourtant, Blanchot ne pense pas aux linguistes actuels quand il écrit ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Lorsque lui dit non, pas du tout, qu'est-ce que c'est que ça? Tout se passe comme si Blanchot nous disait, mais qu'est-ce que c'est que cette personnologie qu'on met dans... Et il dit, et il nous dit là explicitement, toute la littérature dite moderne a été contre ce mouvement. Toute la littérature dite moderne, ou tout ce qui compte selon lui dans la littérature moderne, a été dans le mouvement inverse, qui consistait à dépasser le je et le tu vers un il de la troisième personne, et le il de la troisième personne vers un il encore plus profond, qui n'est plus d'aucune personne. Alors c'est là qu'il me semble, Blanchot a quelque chose à nous apprendre, même non seulement littérairement, mais linguistiquement. Car à ma connaissance, c'est le seul qui soutienne ce type de proposition au niveau de la linguistique. C'est-à-dire c'est dans Blanchot qu'il y aurait les éléments d'une critique de la théorie des embrayeurs, d'une critique de la théorie linguistique des embrayeurs. Si bien que c'est curieux parce que pourquoi est-ce que Blanchot ne la fait pas? Pourquoi? Là, il y a quelque chose que je ne vois pas, enfin, peu importe. Eh bien, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça revient à dire pour nous, tout ce schéma de Blanchot ne tient que si, tout comme Benveniste nous montrait qu'il y a un je plus profond que le je, à savoir un je de je promets plus profond que le je de je me promène, il faudrait que Blanchot fasse la tentative très différente, mais comme inverse. Montrer que dans le il de la troisième personne, il y a un il beaucoup plus profond, qui est le il qui n'est de plus d'aucune personne, et qui nous concerne tous, et qui, je ne dirais plus à ce moment-là, est le centre du langage, mais est au bord du langage, et le tenseur du langage, assure la tension périphérique du langage, toute la tension superficielle du langage, au point que là, le langage serait comme aplati, tendrait vers sa propre limite. Et en effet, tous les auteurs dont il se réclame, comme ayant manié ce « il » mystérieux, Kafka et d'autres, c'est les auteurs qui ont comme propre précisément d'opérer cette espèce d'étalement du langage, pas du tout de le centrer sur des shifters ou autres, mais d'opérer une espèce d'étalement, de traiter le langage comme une peau qui est tendue, tension superficielle de cette peau, et qui tend vers une espèce de limite. Des centres, il le traverse avec des tenseurs. Il, ça peut être la troisième personne. Oui, d'accord, ça peut être la troisième personne. Je dis, il arrive. Mais ça peut être quoi d'autre?
Là, je ne parle pas au nom de Blanchot, je cherche à dire les choses vraiment les plus simples. On va voir si Blanchot se raccroche à ça. Ben, il y a un autre il qui est dit, cette fois-ci, non seulement la troisième personne, mais qui est le il impersonnel. Il pleut. Il pleut. Pourquoi que ça ne mériterait pas une analyse linguistique autant que le je? La différence entre ces deux il. Quand je dis il arrive, et quand je dis il pleut, il y a aussi là deux formules qui sont tendues à l'extrême. Il y a énormément d'auteurs, si l'on fait à nouveau notre recherche de sources, énormément d'auteurs pour qui l'individuation, au premier sens du mot, ça ne peut être que l'individuation d'une personne. L'individuation, c'est celle d'une personne. Bon. Voilà un texte de Leibniz qui me revient à l'esprit. Il dit, bien sûr, il y a toutes sortes d'emplois du mot un, une. Il fait une réflexion sur l'article indéfini. Il dit, mais un, une, c'est une série de degrés hiérarchiques. Quand je dis une armée, c'est ce qu'il appelle un pur être de collection. C'est un abstrait. Quand je dis une pierre, c'est déjà plus individué. Selon Leibniz. Quand je dis une pierre, quand je dis une bête, un animal, c'est encore plus unifié, individué. Et il lance sa grande formule, être un, c'est être un. Vous voyez, être souligné un, c'est être, pas souligné, un souligné. Être un, c'est être un. Bon. Et on est d'autant plus qu'on est plus un. Ça revient à dire que ce qui est fondamentalement être, c'est la personne. Donc beaucoup d'auteurs ont pensé que le secret de l'individuation était du côté de la personne. Et finalement, ils diront que l'événement n'a d'individuation que ou bien par dérivation, ou bien par fiction. C'est une individuation fictive ou dérivée. Elle suppose des personnes. Encore une fois, il n'y a que les Anglais, c'est curieux cette histoire de génie des nations, il n'y a que les Anglais qui n'ont jamais marché là-dedans. Moi, je crois que beaucoup d'auteurs anglais au moins passent, frôlent cette idée que non, finalement le secret de l'individuation, ce n'est pas la personne. Que la véritable individuation, c'est celle des événements. C'est une drôle d'idée, vous me direz, qu'est-ce qui justifie? On n'en est plus là. On est, qu'est-ce qui vous va? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire que même les personnes, ils font la dérivation inverse. Ils disent que même les personnes sont individuées à la manière d'événements. Simplement, ça ne se voit pas. On a tellement de mauvaises habitudes. On se prend pour des personnes, mais on n'est pas des personnes. On est à notre manière des petits événements. Et si on est individué, c'est à la manière d'événements, c'est pas à la manière de personnes. C'est curieux, vous me direz, bon, mais il faudrait définir événement, personne. Non, moi je fais appel aux résonances que les choses ont. Suivant ce que vous direz, la définition d'événement va changer singulièrement. Qu'est-ce que c'est une bataille? Qu'est-ce que c'est un événement? Un événement, ah tiens, la mort, c'est quoi? C'est un événement. Et quel est le rapport de l'événement et de la personne? Une blessure, c'est un événement? Oui, si je suis blessé. Une blessure, c'est un événement. C'est l'expression de quelque chose qui m'arrive ou qui m'est arrivé. Bon, comment c'est individué une blessure? C'est individué parce qu'elle arrive à une personne, ou bien est-ce que j'appellerais personne celui à qui elle arrive? Compliqué. Vous vous rappelez peut-être ceux qui étaient là il y a je ne sais pas combien de temps. J'avais passé très longtemps à poser la question suivante, qu'est-ce que c'est que l'individuation de 1 heure de la journée? Qu'est-ce que c'est que l'individuation d'une saison?
qu'est-ce que c'est que ce mode d'individuation qui, à mon avis, ne passait pas du tout par les personnes? Qu'est-ce que c'est que l'individuation d'un vent? Lorsque les géographes parlent de vent, tiens, justement, ils donnent des noms propres au vent. Alors notre problème rebondit, comprenez, c'est le même problème, dans lequel on est pris depuis le début tout le temps, à des niveaux différents. Les uns diront, le nom propre, c'est d'abord la personne. Et tous les autres usages du nom propre sont dérivés. Les autres, ils diront, et là, alors autant faire son choix, mais je suis tellement de cet autre côté que j'essaie de dire, et non, vous savez, c'est pas comme ça a l'air d'être comme ça, d'accord, mais enfin, c'est pas la première fois que ça a l'air, etc. C'est pas ça, non. Hein, je crois vraiment que le premier usage du nom propre est que le sens du nom propre, il se découvre en dérivation avec les événements. Ce qui a été fondamentalement, ou ce qui est fondamentalement indexé d'un nom propre, c'est pas des personnes, c'est des événements. Je veux dire, avant la personne, il y a évidemment, il y a toute cette région très très curieuse, parce que les individuations s'y font d'une toute autre manière. J'invoquais le poème si beau de Lorca, « Quelle terrible 5 heures du soir ». Quelle terrible 5 heures du soir. Bon. Qu'est-ce que c'est cette individuation? Dans les romans anglais, je vous demande juste de repérer ça, dans les romans anglais, je ne dis pas toujours, chez beaucoup de grands romanciers anglais, les personnages ne sont pas des personnages. Tiens, on retombe dans Blanchot, avec heureusement, là, on le conforte et on se conforte avec lui. Les romanciers anglais, ils n'en parlent pas, Blanchot. Donc, on a, nous, une autre source, peut-être pour donner raison à Blanchot. Mais dans beaucoup de romans anglais, à beaucoup de moments, et surtout aux moments principaux, les personnages ne sont pas traités comme des personnes. Ils ne sont pas individués comme des personnes. Par exemple, les sœurs Brontë ont une espèce de génie. Elles ont une espèce de génie pour, surtout l'une, mais je ne sais plus laquelle c'est, alors je m'abstiens. Je crois que c'est Charlotte. Je crois que c'est Charlotte Brontë qui ne cesse pas de présenter ses personnages comme... C'est pas une personne, c'est absolument l'équivalent d'un vent. C'est un vent qui passe. Ou à Virginia Woolf, c'est un banc de poissons. C'est une promenade. C'est pas, tiens, je retrouve le même cas, mais justement, ce que Benveniste négligeait et traitait comme mineur, je me promène. C'est que précisément, il suffit que je me promène pour plus être un jeu. Si ma promenade est une promenade, je ne suis plus un jeu, je suis un événement. Celle alors qui a su faire ça à merveille dans la littérature anglaise, c'est évidemment Virginia Woolf. Schopenhauer, qui chantait là, le malheur de l'individuation, mais l'individuation étant conçue comme l'individuation de la personne, et l'abîme indifférencié. Et Nietzsche jeune sera pris là-dedans. Et la naissance de la tragédie en reste encore assez coordonnée. Très vite, Nietzsche se dit qu'il y a une autre voie. Ce n'est pas une voie moyenne, c'est une toute autre voie qui bouleverse les données du problème. Il dit mais non, le choix il n'est pas entre l'individuation de personnes et l'abîme indifférencié. Il y a un autre mode d'individuation. Or, il me semble que, précisément, c'est tous les auteurs qui tournent autour de cette notion très très complexe d'événement. Une individuation de les personnes. En quoi il y a une morale? Il y a une morale partout. Dans la personnologie que je décrivais tout à l'heure, il y a toute une morale. Connaissez Benveniste, c'est un moraliste du langage. C'est un moraliste du langage, simplement, son moralisme est un moraliste de la personne. Dans l'autre cas, il y a peut-être autant de morale, mais il se trouve que c'est vraiment pas la même. Hein.
c'est ni la même dignité, c'est pas la même sagesse, c'est pas la même dissipation, c'est pas la même non-sagesse, c'est pas, tout change, tout change. Pourquoi? Parce que si vous vivez votre individuation et pas celle d'une personne, bon, mettons, pour reprendre des termes que j'employais la dernière fois, c'est celle d'une tribu, par exemple. Je suis une tribu, j'ai mes tribus, bon, j'ai mes tribus à moi. Vous allez me dire, ah mais t'as dit à toi, donc t'as dit j'ai, et donc tribu c'est subordonné à toi, moi. Ah non, toi, je. Je dirais non, vous m'avez pas compris, je dirais vous ne m'embêtez pas avec le langage, encore une fois, je dis comme tout le monde, le soleil se lève. Alors je dis j'ai mes tribus. Hein? Mais il va de soi que dans la formule j'ai mes tribus, ça ne veut pas dire que tribu est subordonné à je et à mes. C'est-à-dire au pronom personnel, première personne et au possessif. C'est que je, en fait, est individué sur le mode des tribus. C'est-à-dire une individuation qui n'est pas du tout l'individuation d'une personne. Alors je dis, est-ce que ça ne change pas tout? Là aussi, la question n'est pas de savoir qui a raison. Si l'on dit maintenant, eh bien vous voyez, le nom propre, il désigne avant tout des événements. Il désigne des vents. Il désigne des événements. Il ne désigne pas des personnes. C'est seulement secondairement et en dernier lieu qui désigne des personnes. C'est-à-dire, on fait de l'anti-benveniste, mais ce n'est pas pour contrarier benveniste. C'est parce qu'on tient un autre chemin. Bon, alors qu'est-ce que ça voudrait dire? Pourquoi je me mets à parler de l'individuation par événement, par opposition à l'individuation? À ce moment-là, je dirais presque l'individuation sur le mode de la personne, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement une fiction linguistique. Ça n'existe pas. Je dirais ça parce que j'en ai envie, bon, parce que, bon, bien. Évidemment, à ce moment-là, toute personnologie, supposez que ce soit vrai, si c'était vrai, évidemment, la personnologie serait tout entière une fiction, quoi. Bon, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire, eh ben voilà, il faudrait dire, vous savez, dans l'événement, c'est une drôle de chose, l'événement, parce que il faut distinguer, comme dans l'événement à son tour, il faut distinguer deux choses. On n'en aura pas fini de pousser nos distinctions, hein, et de la déplacer, les distinctions. Je suis blessé. Aïe, 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 blessé, la blessure. Un couteau s'enfonce en moi. Bon. Ou bien la guerre arrive. Voilà, des types d'événements.